Salut tout le monde, merci d'être avec nous. On est vraiment ravis de vous retrouver. C'est un nouveau rendez-vous qu'on vous propose aujourd'hui. Nouvelle émission PLB Club dans la lignée, dans la foulée de l'émission que vous connaissiez, c'est-à-dire PL Club. PL pour Première Ligue, B pour Bundesliga. Et donc vous l'avez compris, on va parler de foot anglais, mais aussi de foot allemand. Et pour cette première, Phil Damant avec nous. Salut Phil. Salut Philippe. Salut Jean-François. Salut Philippe. Et puis on sera aussi à l'une ou l'autre reprise avec Serge. On reviendra vers lui qui est en visio avec nous pour cette émission. Donc, nouvelle émission, foot anglais, foot allemand. Et Jean-François, on passe du jeudi au mercredi. Ouais, d'abord, tout le monde a suivi l'actualité. Tout le monde sait que désormais, sur Vaud et Orange, il y a deux chaînes qui s'appellent Play Sport. Donc, voilà, qui nous proposent évidemment les matchs de la compétition anglaise et les matchs du championnat d'Allemagne. Donc, on voulait se situer avec un rendez-vous mi-semaine. Pourquoi mi-semaine? Parce que c'est un moment, je pense, où les gens ont besoin peut-être d'avoir une émission. Il n'y a pas grand-chose à ce moment-là, sauf évidemment la Ligue des Champions. Mais on va pouvoir réagir sur la Ligue des Champions ou l'Europa League, que nous ferons nous-mêmes d'ailleurs demain, ce jeudi. Et donc, c'est important d'avoir cette actualité. On est entre le week-end précédent, là on va en parler au travers de nos Belges, voilà, et le week-end suivant où on va parler des affiches qui viennent. Donc voilà, émission, je pense, qui a sa place dans notre offre sport en tout cas. Un bon moment de transition entre le week-end précédent et le week-end qui arrive. On est ravis donc d'être avec nous et de partager ce rendez-vous avec vous. Donc, comme Jean-François l'a dit, première partie de l'émission consacrée à l'actualité des Belges. C'est tout de suite. Voilà, et ce sera aussi une récurrence dans cette émission, c'est examiner tout d'abord le temps de jeu des Belges, parce que c'est évidemment important, qui joue, qui ne joue pas, pourquoi, les blessures, etc. Ces chiffres vont forcément évoluer tout au long de la saison. Voici d'abord le temps de jeu des Belges en Première Ligue. Et Phil, je me tourne vers vous, parce qu'il faut quand même expliquer la différence de couleur. Les rouges, c'est simplement pour les joueurs qui sont actuellement blessés, qui ne jouent pas du tout. Le plus grisé, c'est pour les joueurs qui soit n'ont pas du tout encore joué de la saison ou n'ont pas joué cette semaine. Il n'y en a aucun dans ce cas en Première Ligue ce week-end. Et puis en blanc, ce seront simplement les performances de la journée qui vient de s'écouler. Le week-end, ça pourrait aussi être des performances évidemment à la mi-semaine, plus les buts, plus les assists et le pourcentage et le temps de jeu global. Parfait. 14 Belges en Première Ligue, donc c'est quand même beaucoup. Jean-François? Non, je trouve qu'il y en a certains là-dedans. Je ne sais pas ce qu'on va faire avec eux quand, à un moment donné, ils seront à 0 au bout de X matchs, parce qu'on a l'impression qu'il y en a qui se sont un peu enterrés en Première Ligue cette saison. Enfin, on verra. Mais c'est je vrai, pense que Phil, on les voit même pas sur le banc. Les encodes, mais oui, mais on les voit pas sur le banc pour l'instant. Ça, c'est la différence aussi. Ils sont officiellement dans l'équipe, mais ils ne jouent pas. Donc, on peut s'attendre peut-être à ce qu'ils disparaissent, enfin, qu'ils partent dans un autre club à la mi-saison. Par contre, on a vu Roméo Lavien qui a joué. C'est important parce qu'il a aussi connu quand même pas mal de blessures, mais on observera donc cette infographie chaque semaine, c'est intéressant. Donc, en Première Ligue, surtout, 2 Belges se sont illustrés. Chaque semaine, on va ressortir l'un ou l'autre Belge qui s'est illustré ce week-end. Cette fois-ci, il y en a 2. De Kuiper et Doku. Je dirais ça tombe bien puisque ce sont 2 internationaux et qu'on arrive vers la trêve internationale avec la Belgique qui va jouer contre la Macédoine du Nord et au Pays de Galles. C'est notre flanc gauche qui cartonne. Alors, on a mis la question, l'avenir est-il à gauche? Oui, parce que du côté droit, il y a peut-être un petit peu plus d'incertitude. C'est le point fort de la Belgique, Jean-François, le côté gauche à l'heure actuelle, vu la forme de ces deux-là notamment. Moi, je pense que oui, parce qu'ils sont jeunes, ils ont du talent, ils sont complémentaires sans doute, offensifs. Après, il faudra voir à un niveau plus haut. C'est-à-dire que ce qu'on voit pour le moment, c'est des matchs face à des équipes... on verra au Pays de Galles d'ailleurs, par exemple. Tiens, là, ils vont être reçus et on verra comment ça va se passer. Oui, là, et puis aussi parce qu'il va falloir défendre sans doute. Seul point d'interrogation, et sans rentrer dans les débats sur l'équipe nationale, etc., c'est justement l'aspect défensif et la solidité défensive. Alors, Doku et De Kuiper sur le plan offensif, je pense qu'on fait difficilement mieux. Oui. Ils sont très très bons tous les deux. Maintenant, il faudra voir comment la complémentarité des deux. Et puis je rappelle quand même qu'il y a un petit gars qui est derrière qui s'appelle Seyss, qui aura probablement aussi une petite place dans le groupe des Diables Rouges et qui pourrait venir un peu les titiller. Peut-être. En tout cas, c'est positif parce que Doku n'était pas titulaire avec City en tout début de saison. Il vient d'une saison quand même assez compliquée avec City aussi.
pour le club, mais pour lui également. Et là, il a, sur les 3-4 derniers matchs, vraiment sorti quelque chose de très intéressant, qui lui valent d'ailleurs de gros compliments de Guardiola. On en parlera après. Plus tard. Et puis pour De Kuip, il a été blessé un peu au début de saison. C'était un peu compliqué, mais il a l'air quand même de s'imposer, même si là, il est monté au jeu pour marquer son premier but. Il était... Oui. Et c'est quand même intéressant pour un défenseur de marquer aussi, surtout dans une équipe qui aime jouer. Titulaire en début de saison, et puis une petite blessure idiote où il percute les balustrades sur le terrain. Et là, effectivement, il monte, il joue 20 minutes, et au total avec le temps additionnel, sinon il monte à 5 minutes de la fin, et boum, il marque. Oui, partout où il a été, il a marqué. Partout où il va, il marque, il donne des assists. Il a, encore une fois, je ne sais pas si... En fait, il faut bien se rendre compte que si on a le même gars qui joue dans un autre pays, tout le monde dit c'est un futur crack. Je crois qu'en Belgique, on peut aussi quand même apprécier ça. On va voir ses stats, parce qu'il a marqué avec le club de Bruges, il est parti aussi en prêt à Westerlo, là aussi il a marqué, donné des assists. Ici maintenant, il découvre la Première Ligue. Et voilà. Et en équipe nationale, Jean-François, 12 matchs, 4 buts, 2 assists. 4 buts qui nous sauvent, aussi, il faut le rappeler. C'est à des moments où l'impact sur le match est important. J'ai envie juste de dire, par rapport à ce qu'on voit là, que finalement, Bruges, au départ, ils ont fait avec lui ce qu'ils font avec d'autres maintenant, c'est-à-dire qu'ils l'ont prêté, il est allé s'épanouir du côté de Westerlo, il est revenu à Bruges, la trajectoire, et puis maintenant, c'est le championnat d'Angleterre. Et franchement, à Brighton, il étonne. Oui, et je dirais, c'est un bon choix, parce que Brighton, c'est un club qui va prendre des joueurs qui ne sont peut-être pas encore... Qui va prendre de l'argent après aussi. Oui, mais ça fait partie du foot. Mais en général, quand ils prennent quelqu'un, regardez Trossard aussi, Phil. C'est un bon club pour progresser, pour faire un pas en avant. Ça fait quelques années qui montrent effectivement que des jeunes joueurs, soit qui sont venus, par exemple Mitoma, qui est venu du championnat de Belgique, qui a pu se développer au niveau de la Première Ligue, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres, c'est vrai qu'ils vendent beaucoup, ils sont aussi une gestion très saine financièrement, parce qu'ils achètent bon marché et ils vendent très cher, donc le club a une structure intéressante, et je pense que c'est parfait pour un joueur qui est en phase de maturité à 24 ans, il va devenir, il va rentrer dans la période de maturité des joueurs, et c'est un club parfait pour se développer, je pense. Il est au top. Est-ce qu'il a le potentiel pour être un super top? Moi, je pense qu'à partir du moment où on a ces qualités offensives-là, oui. Pour répondre à la question, oui. Après, il faudra aussi que ce soit dans une équipe qui soit plutôt tournée vers l'offensive. Et où, voilà. Mais il a de réelles qualités. Franchement, quand on voit ses stats, il y a difficilement... Au poste, en tout cas, impressionnant. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs de son âge qui aient les mêmes stats. Oui, on l'a vu vraiment avec l'équipe nationale. Parce que les buts qu'il marque et les assists qu'il donne, ça dépend toujours. Est-ce qu'on veut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Est-ce qu'on veut voir les défauts d'un joueur ou est-ce qu'on veut voir ses qualités? Oui. Et si on veut voir ses qualités offensives-là sont exceptionnelles. Et donc, il faut pouvoir capitaliser là-dessus. Il y aura toujours des gens pour dire, tiens, oui, mais défensivement, voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est en train de progresser sur l'aspect défensif. Il garde ses qualités offensives. Donc, je pense que dans un an, en Angleterre, il aura déjà fait un gros pas en avant. Une vraie promesse. Autre Belge qui s'est distingué ce week-end, et pas que ce week-end, depuis le début de la saison, c'est Doku. Vous avez vu le match qu'il a fait contre Burnley et ses statistiques qui sont quand même extrêmement intéressantes. Est-ce que c'est pas l'un des matchs peut-être les plus aboutis de Doku sous le maillot de Manchester City? Il a été impressionnant aussi en Ligue des Champions, quand même. Je pense que c'est bien de se montrer dans différentes compétitions parce que les adversaires sont complètement autres. Et pour lui, je pense que c'est vraiment idéal de commencer comme ça parce qu'encore une fois, il a vécu une saison un peu compliquée. On a même évoqué un moment qu'il pourrait quitter le club, mais Guardiola lui fait confiance. Et sa confiance est récompensée. Ça veut dire aussi qu'il a sans doute beaucoup travaillé avec ce joueur pendant l'entre-saison. Serge, tu as commenté ce match de Manchester City face à Burnley pour PlaySport. Quelle impression il t'a laissé dans cette rencontre-là? Alors c'est simple, Alan a marqué 2 buts, a réussi un assist, mais l'homme du match, c'était quand même Jérémy Doku. Après, c'était face à une équipe de Burnley qui, évidemment, avait parqué le bus devant son but. Donc, c'était quand même un petit peu plus facile offensivement. Il n'y avait pas défensivement, pardon, il n'y avait pas trop de travail défensif. Par contre, ses qualités, on les connaît. C'est cette capacité à aller au duel, à faire des 1 contre 1, souvent des 1 contre 2 maintenant. Il y a souvent des doubles prises,
à piéger l'adversaire en allant vers la ligne de fond avec son pied gauche, à rentrer avec son pied droit, à faire des accélérations, des doubles accélérations. Donc on a vu tout ça. C'était le joueur le plus dangereux sur le terrain. Alors c'est vrai qu'il fait un bon début de saison. Il ne faut pas oublier qu'il avait marqué qu'il avait réussi aussi 2 assists face à Manchester United. C'est peut-être ça son match de référence de ses débuts de saison. Voilà. Son problème, et depuis ses débuts à Anderlecht et ensuite au Stade Rennais avant d'arriver à Manchester City, ça reste quand même les statistiques. Là, il a déjà réussi 3 assists, il n'a pas encore marqué cette saison. Première saison avec Manchester United, c'était 8 buts, 3 assists. Deuxième, c'était le contraire, 8 assists, 3 buts. La deuxième, 8 assists, 2 buts. Donc, il avait aussi réussi 4 assists dans le même match. Et là, on parle que de Première Ligue. Donc voilà, s'il veut un jour se rapprocher des Saka ou des Mo Salah, il devra évidemment augmenter ses statistiques. Il a bien commencé la saison. C'est vrai que Marmoush est blessé, donc ça lui laisse de la place. Grealish est parti, donc le flanc gauche pour le moment lui appartient. Bon début de saison, mais c'est vraiment en termes de statistiques et de chiffres, je crois qu'il doit vraiment pouvoir maintenant augmenter la cadence. C'est vrai qu'on retient toujours les chiffres. Maintenant, moi je trouve que, alors vous allez me donner votre avis, que la saison dernière, on a parfois été un peu trop critique avec Doku. La saison était compliquée pour toute l'équipe et dans certains matchs, beaucoup de matchs, moi je l'ai vu quand même percuter, aller prendre ses responsabilités alors que d'autres ne les prenaient pas, percuter, donner des centres qui étaient des centres très intéressants, exploitables et qui n'ont pas été exploités. Et donc forcément, ces stats n'ont jamais véritablement décollé, mais c'était parfois le seul qui essayait quelque chose. Oui, mais je pense que ce qu'on lui reprochait surtout, c'est d'être devenu prévisible dans ce qu'il faisait. Oui. Il faisait un peu tout le temps la même chose, et donc pour les défenseurs, ça devient plus aisé de lutter. Serge soulignait le fait qu'il jouait contre Burnley. Burnley, peut-être, avait moins l'habitude de jouer contre lui. Il faudra voir contre des équipes un peu plus structurées, mais voilà, il a peut-être réussi aussi dans son travail, c'est peut-être ça que Guardiola souligne, à développer d'autres capacités. Parce que du talent, il en a, c'est évident. Mais si vous êtes à n'importe quel poste trop prévisible dans votre jeu, forcément, pour l'adversaire, ça devient plus simple. C'est peut-être ça qui a provoqué beaucoup de critiques la saison dernière. Celui qui peut le mieux parler, évidemment, de Doku, c'est son entraîneur. Écoutez, Pep Guardiola, c'est un extrait de la conférence de presse post-match face à Burnley. The feeling that his decision making in the final third improved like wow, comparing in the past. Make an assist to Erling and the goals and see the channels, and of course it's an incredible threat against teams that low block and deep. Jeremy is really important. When Jeremy go there, 2 or 3 opponents go there. They don't allow them to go 1 against 1 because 1 against 1 is unstoppable. There is no winger in a 5-10 meters stronger than Jeremy, impossible. Un peu moins prévisible peut-être, Jean-François, plus varié dans son jeu alors. Ouais, il y a 2 choses qui ressortent de l'interview. Un, dans les 20 derniers mètres, 30 derniers mètres, c'est le plus fort et sur 5 mètres, il est imprenable. Ça, tout le monde le savait. C'est vrai. Après, le deuxième élément, c'est qu'il fallait qu'il progresse, et notamment dans sa prise de décision. Et là, je pense que c'est vraiment là où on le sent progresser pour le moment. Sa palette, qui vient certainement du fait qu'il a du temps de jeu, mais aussi du travail de Guardiola avec lui depuis un certain temps. Je me souviens aussi, et peut-être vous aussi, vous vous souvenez de ça, c'est il y a quelques années, c'est Thierry Henry qui avait dit, il a connu évidemment Doku en équipe nationale, de ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un avec de la percussion comme cela, avec un coup de rein pareil. Au niveau de la vitesse, je n'ai jamais vu ça. C'est Thierry Henry qui l'avait dit. Ouais. Hein. La seule chose aussi qu'on peut lui reprocher, et qu'on lui a parfois reproché l'année dernière, c'est que quand on est dans des gros matchs, quand on arrive dans les gros matchs, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi un travail, un replacement défensif à faire. Et là, parfois, il y a eu de son côté quelques petits trucs. Mais je suppose que ça ne se présente pas quand on joue contre Burnley. Enfin, je ne pense pas. Non, il faudra voir contre des plus gros adversaires. Mais le but qu'il marque en Ligue des Champions, j'ai oublié contre qui c'était, mais ça m'a vraiment marqué que ce que tu disais, François, c'est la prise de décision. Et là, il fait le bon choix au bon moment, parce qu'il a l'opportunité de centrer, mais il va jusqu'au bout de son action. Et ça, s'il peut répéter ce genre de choses, ça va devenir très intéressant. On est curieux de voir la suite de la saison de Jérémy Doku. On passe aux Belges en Allemagne avec l'infographie aussi de la Bundesliga. Qu'est-ce qu'on constate que Théâtre est à 100%. Théâtre 100%, Senne-Linen 100%, ça c'est du classique.
Quasiment 100%, il n'est pas tout. Mbangula fait pas de mauvaises choses avec le Werder Brême. Et puis Jean-François Aldakil, il a enfin rejoué. Ouais, ça fait longue traversée du désert pour lui. Hein. Franchement, ça fait quand même 2 ans maintenant que ce garçon est plus blessé que sur le terrain. Donc, une petite déception aussi avec Sami Lokanga. Moi, je m'attendais à pouvoir jouer un peu plus à Hambourg quand même. Pour en revenir à Aldakil, lors du match face à Cologne, il monte, mais il a un geste déterminant dans les arrêts de jeu. Sinon, c'est pas 2-1, c'est 2-2. Hein. Oui, mais alors ce que je sais par rapport à lui, évidemment, en plus c'est un garçon que j'ai croisé souvent, que je connais bien, c'est ce que je sais par rapport à lui, c'est que dans son club, et c'est ça qui est le paradoxal, c'est qu'en fait, il est considéré comme un des meilleurs défenseurs aujourd'hui de Stuttgart. Et donc, ils ont envie qu'il soit opérationnel et qu'il joue. Le problème, c'est qu'à un moment donné, pour jouer dans la continuité, il faut être bien physiquement. Et donc là, c'est ça son problème. Voilà, ne pas chuter, ne pas avoir des blessures, ne pas avoir des petits problèmes musculaires, etc. C'est vraiment le problème pour l'instant. Bon, toujours dans la perspective des Diables Rouges, Johan Bakayoko. Bon, il en avait un petit peu marre du PSV. Il est allé prendre la direction de Leipzig. Titulaire, il a déjà marqué 2 buts, dont un but décisif le week-end passé, hein, le seul but face à Wolfsburg. On regarde ses stats face à Wolfsburg. C'est aussi quelqu'un qui est évidemment très intéressant. Bon, ce sont de bonnes stats. C'est pas exceptionnel, mais ce sont de bonnes stats. Mais surtout, il a été décisif. Toucher le ballon dans la Bundesliga. Et l'homme du match de la Bundesliga. Ouais, toucher 50 ballons dans un match de Bundesliga, pour un attaquant, c'est quand même pas mal. Ça veut dire déjà que son équipe se porte vers l'avant. Leipzig a connu quand même une saison très compliquée aussi la saison dernière. Openda est parti, il faut remplacer. C'est une belle opportunité pour lui. Et c'est aussi un club avec une structure intéressante qui peut permettre à un joueur de se développer et d'atteindre un palier supplémentaire, je pense. Et donc la question, doit-il retrouver l'équipe nationale? Parce que depuis que Garcia est là, il n'a plus été sélectionné. On l'a un peu oublié, hein? Oui, mais après, il était moins bien du côté du PSV. Il y avait d'autres garçons qui étaient bien. Après, je le connais depuis longtemps. C'est un gars qui a un énorme potentiel. Sincèrement, quand vous parlez du potentiel de Doku, attendez de voir tout ce qu'il est capable de faire lui. Et je pense que on l'a déjà vu. En effet, pour l'équipe nationale. C'est un joueur d'avenir aussi. Je ne sais pas s'il sera déjà là maintenant, mais c'est un joueur d'avenir. Moi, je pense que son move là d'aller en Allemagne, c'est pas mal en fait, parce que on sait que les Allemands sont un peu plus structurés. C'est une progression quand même. C'est une progression. Il est dans un club où on sait s'occuper des joueurs en développement, et donc je pense que pour lui, c'est un club et un choix intéressant. En tout cas, je trouve qu'à côté des nombreux clubs qui le sollicitaient, avoir choisi d'aller là, c'est quand même une preuve de lucidité de sa part. 18 sélections, un but marqué avec Tedesco, il a aligné quand même 10 rassemblements chez les Diables Rouges. Il y a de la concurrence évidemment, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ailiers, même s'il y a Doku qui pour l'instant semble incontournable du côté gauche. Il y a Salemakers, il y a Luke Bacchio, il y a Trossard, il y a Fofana, il y a du monde. Hein. C'est pour ça qu'on va faire 2 équipes maintenant. On va faire 2 équipes, oui, en espérant qu'il y en a une des 2 qui soit qualifiée. Voilà. Voilà, alors, il y a une réflexion qu'il a faite aussi et qui m'a amusé. Il a dit, si on peut laisser des top joueurs de côté, cela montre qu'on a beaucoup de qualité dans l'équipe. Mais les top joueurs, donc il parle de lui. Oui, absolument. Voilà. La qualité d'un joueur, c'est aussi de savoir ce qu'on vaut. Hein, non ? Et d'avoir confiance. Vous savez, il faut de la personnalité dans le football pour percer au plus haut niveau aujourd'hui. Il en faut. Et donc, voilà. Et toujours, ne pas confondre pour eux, quand on leur dit, c'est caractère et arrogance. Et là, il a du caractère, mais il n'est pas arrogant. Il dit simplement, je fais partie des bons. Voilà, c'est une phrase qui a été extraite d'une interview, mais interview où il faisait preuve d'humilité. C'était pas du tout ronflant comme déclaration. Voilà pour la première partie de l'émission. La deuxième, donc, ce sont les affiches du week-end. Alors on commence par les affiches en Angleterre avec Manchester United Sunderland samedi à 16h sur Play Sport, et la question traditionnelle, sempiternelle question lancinante depuis des semaines, voire des mois. Est-ce que c'est la toute dernière chance d'Amorim? Bon, je vous laisse 20 minutes. Et je ramasse les copies. Bon, déjà, je la commenterai, la rencontre. Ça, je peux vous le dire déjà, je commenterai la rencontre. C'est déjà un atout pour la regarder. Samedi, exactement. Enfin, j'en sais rien, ça, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que à Manchester, aujourd'hui, les gens, ils en ont ras-le-bol. Ras-le-bol. Et quand je dis les gens, je pense surtout aux anciens de Manchester. Ils n'en peuvent plus. Ah ben, on va y revenir. Ben voilà. Mais moi, en fait, aujourd'hui, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils ont encore le luxe d'encore une fois changer? Sincèrement, ça coûte de l'argent.
Ils en ont tellement dépensé jusqu'à présent en achetant des joueurs à n'en plus finir et en ne faisant jamais des résultats. Enfin, ils ont quand même gagné 2 fois une coupe en Angleterre, mais ça leur coûtera de nouveau 25-30 millions de le licencier. Mais visiblement, il n'y a pas de solution en vue. Non, mais j'étais à Newcastle dimanche dernier. Et ça discutait de ça dans la salle de presse aussi, parce qu'évidemment, tout le monde se pose la question en disant, mais est-ce qu'ils peuvent encore se permettre ça? Et puis surtout, pour prendre qui? Pour prendre qui? C'est ce problème. Alors, il est en interne encore très défendu par Radcliffe, qui lui veut le garder. Donc voilà, donc c'est l'atout principal. Hein, quand le gars décide, qui décide veut vous garder, a priori, c'est bien. On va regarder ensemble l'infographie sur le début de saison de United en comparaison avec la saison dernière. Ben, on se rend compte qu'on est quasiment au même point. Ouais, aussi mauvais. Oui. C'est ça le pire. Mais c'est vrai. Ils ont encore beaucoup dépensé. Et la première chose qu'on leur a reproché en début de saison, c'est d'avoir mal dépensé de nouveau. Ouais. Et ça, c'est récurrent. C'est pas l'entraîneur aussi qui fait que ces choix-là. C'est aussi la direction. Je sais pas. Maintenant, oui. J'ai comparé simplement tous les gars qui ont, parce que tout le monde sait bien que ça date de Ferguson, hein, on est d'accord. Donc depuis Ferguson, ça quand même, ils ont ramé quand même. Ah bah oui, d'accord. Bon. Ramé. Et donc aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu de tous les entraîneurs qui sont passés. Est-ce qu'Amorim fait mieux, moins bien que les autres? Ben, vous savez quoi, c'est le plus mauvais. Bah oui. Le plus mauvais, de tous. voilà. De tous, en termes de chiffres. Hein. Je ne dis pas que ça ne marchera pas, parce que peut-être qu'il est en train d'installer quelque chose, et peut-être que finalement, dans le club, ils auraient raison de le garder. Moi, je n'en sais rien, je ne suis pas dans le club. La seule chose que je peux dire, c'est si on regarde, la seule chose qui est, je dirais, factuelle, c'est les chiffres. Il est à 25-26% de victoire en Première Ligue, c'est largement en dessous de ceux qui étaient pourtant considérés comme les moins bons. Donc, franchement, pour l'instant, ça ne va pas. Mais vous savez quel est le vrai paradoxe de toute cette histoire? C'est que Manchester United a été désigné club ayant le plus gros bénéfice de l'année dernière. Ils vendent énormément de maillots, de choses comme ça, notamment en Asie. Ils sont ultra populaires, peu importe les résultats. Et leur stade est... Oui, mais tout ça n'a qu'un temps aussi à un moment donné. Hein, ça fait combien d'années que c'est comme ça? Oui. Et le stade est plein tout le temps. Et si vous voulez aller acheter une place pour aller voir un match contre une équipe du top en Angleterre, ça vous coûte 1 200 €. C'est un label. C'est un label. Et peu importe les résultats. Donc, si financièrement ils font des affaires, mais qu'en football ils perdent de l'argent parce qu'ils recrutent mal et qu'il ne faut pas de résultats, bah, les actionnaires, qu'est-ce qu'ils font? Ce qui est étonnant avec cette équipe, c'est qu'en fait, ils en sont à 7 buts marqués et 11 buts encaissés. 11 buts encaissés, c'est une des équipes qui prend le plus de buts cette saison. Donc, encore une fois, c'est juste un constat chiffré, mais voilà. Et on peut comprendre, du coup, puisque ça je vais vous lancer tendre la perche, hein, on peut comprendre, du coup, les réactions des anciens. Bah oui, tout le monde est sur son dos, évidemment, à Amorim. Hein. Et Dieu sait s'il y a des joueurs des légendes du club qui s'expriment dans les médias, dans les journaux et en télévision. Gary Neville, par exemple. Quand même, Gary Neville, la grande équipe début des années 90. Hein, qu'est-ce qu'il nous a dit, Gary Neville? Que pour la première fois, en observant le visage et le langage corporel des joueurs, j'ai senti que certains d'entre eux doutaient du système de jeu. C'est pas un idiot, il a le flair, il a le feeling quand même pour... voir ce qui se passe dans la tête des joueurs. Alors, on en revient à ce fameux système de jeu qui est décrié. Il a dit à Amorim... je ne changerai jamais. Je ne changerai, même si le pape me le demande, je ne changerai pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut mourir avec ses idées, qui est têtu? La réflexion est un peu idiote. Hein. Oui. Non, parce que le pape, il a autre chose à faire le dimanche. Oui, enfin, je parle du pape. Je parle juste de ne pas vouloir changer. Je pense que, ouais. Oui, mais c'est ça. Alors, est-ce que c'est de l'orgueil de ne pas vouloir reconnaître ses erreurs, ou bien alors il ne trouve pas la solution? Je pense qu'il ne trouve pas la solution. Moi, j'ai l'impression parfois, enfin, je ne sais pas si tu as cette impression, mais moi, je le vois en bord de terrain, je me dis parfois, il ne sait plus où il est. C'est pas ce qu'il doit faire. Donc, les joueurs non plus. C'est le Calimero de la Première Ligue, depuis qu'il est arrivé, parce que ça s'est mal passé dès le début. Et là, il y a aussi le fait d'avoir été éliminé en Coupe de la Ligue par une équipe de 3e division au tir au but, et où il a dit à la sortie du match j'ai honte de mes joueurs. Vous savez, je commentais le premier match de Manchester de l'année. Et je me souviens très bien, en regardant les préparations, les analystes, etc., tout le monde disait le début de saison de Manchester United est compliqué, on verra après 5 matchs. Mais si après 5 matchs, il ne fait pas de résultats, ce sera probablement le premier coach qui sera mis dehors. Donc il n'est pas encore dehors, ça c'est la il y en a déjà 2, bonne nouvelle pour lui, c'est pas voilà. Mais par contre, les résultats des 5 premiers matchs ne sont pas bons. Donc je ne sais pas combien de temps il peut tenir la pression. Ceci dit,
Ceci dit, dans le contexte du club de Manchester United aujourd'hui, la question, elle va au-delà d'Amorim. Oui. C'est-à-dire... Le climat général. Qu'est-ce qui foire depuis autant d'années? C'est ça le problème. C'est incroyable. Il y a autre chose que l'entraîneur, uniquement l'entraîneur. J'ai l'impression qu'on en parle depuis tellement d'années, tellement de mois. On n'a pas de solution non plus, c'est logique. C'est pas à nous de les trouver. C'est pas notre rôle, mais... Bon, ben voilà. Écoutez Wayne Rooney aussi, qui lui aussi, évidemment, est une légende du club, ce qu'il dit par rapport à United. See players fighting, I don't see character, I don't see desire to win, I don't see ability, I don't see match winners, nothing gets me off my feet. I go into a game watching, expecting, okay, here we go again, expecting the team to lose or maybe pick up a point. This is not Man United. Et Dieu sait si lui, quand il jouait, des Rooney, des Roy Keane aussi, ce sont des gars qui ont toujours... si on n'était pas comme ça, on n'était pas sur le terrain. Oui, voilà. Ils incarnaient un esprit de guerrier. Ils se battaient déjà contre Arsenal dans le couloir avant de monter sur le terrain. C'est vrai, avec Vieira, c'est ça. Hein, oui. Bon, donc en fait, on critique le système de jeu. On dit qu'Amorim fait aussi beaucoup de changements, notamment en cours de match. Et on critique aussi la mentalité des joueurs. Ouais, c'est toujours difficile de faire la part des choses. Et donc, quand on est supporter de Manchester United aujourd'hui, c'est pas ça. On est malheureux. Voilà. Vous savez, tous les deux, j'ai commenté le match du Betis en Europa League. Il y a Anthony qui joue là, qui lui a passé. Alors, c'est plus qu'une traversée du désert à Manchester United. Il a été prêté l'année passée. Il a relativement explosé, mais en tout cas, tout a commencé à bien fonctionner. Et pendant ce match, ça m'a frappé à quel point c'était un autre joueur. Quand il était à Manchester United, encore une fois, il était prévisible, il faisait tout le temps la même chose, se rentrer sur son pied gauche, frapper, etc. Mais regardez McTominay. Là, il change complètement de... oui, McTominay, c'est un autre excellent exemple. Oui, où lui, il ne jouait pas. Quand il jouait, il montait une fois monté dans un match, dans les arrêts de jeu, il a marqué 2 buts pour faire gagner. Je peux rajouter Rashford. Donc en fait, si vous voulez que ça se passe bien, quittez Manchester United. Non, mais c'est ça, en fait. Garcia aussi est parti. Il y a aussi des problèmes avec Amorim. Ça souligne à quel point la structure interne du club est un problème pour les joueurs. C'est clair. C'est clair. En tout cas, face à Sunderland, méfiance quand même, parce que Sunderland, 5e... Alors, grosse surprise. Ouais. Oui. Sincèrement. 2, ils n'ont pas encore rencontré quand même des équipes extraordinaires non plus cette saison. La confiance est là. Et 3, chapeau, monsieur Sadiki, ex de l'Union Saint-Gilloise, d'avoir comme ça, de s'être imposé dans ce championnat difficile, parce qu'il joue tous les matchs. Puis leur surnom, c'est les Black Cats, donc... Et Taibi, j'oublie Taibi. Et Talbi aussi, oui, bien sûr. Bon, voilà, on verra à Manchester. J'ai l'impression qu'on va encore en parler beaucoup dans cette émission, non? Il y a des chances. Il y a beaucoup de chances. Ok, autre affiche, parce qu'il y a quand même de belles affiches en Angleterre, comme c'est souvent le cas. Chelsea face à Liverpool, avec une question, est-ce que les Blues sont déjà au pied du mur? Parce que ça aura lieu samedi à 18h30 pour être précis sur PlaySport. Ils sont 8e. Déjà à 7 points des Reds. S'ils perdent face à Liverpool, ils sont à 10 points. J'ai des amis qui sont supporters de Chelsea, ils sont en dépression. Donc voilà, ils ne sont pas bien pour le moment. Non, je caricature un peu, mais... Oui, Chelsea, c'est aussi beaucoup, il ne faut pas oublier ce qu'ils ont dépensé comme argent là-bas. Donc, à un moment donné, voilà. Mais bon, après, tout ils ont battu Benfica. Voilà, ils ont battu Benfica. Et Mourinho, surtout. Et Mourinho, effectivement. Exactement. Donc, ça fait 2 victoires. Ils sont pour l'instant 8e. Il n'y a pas non plus de catastrophe, mais il est temps de se réveiller quand même. Oui. La problématique, c'est quoi il y a la blessure de Palmer qui est quand même, qui joue. Les blessures. Vous avez déjà vu la liste de blessures? Oui, il y a beaucoup de Chelsea. Oui, il y a eu beaucoup de blessures. Il y a Palmer, mais il y a tous les autres aussi. Donc c'est. Et puis les erreurs à répétition. Enfin, je sais pas, Chalobah par exemple, qui plante ses équipiers. Moi, je n'ai jamais trouvé que c'était le défenseur le plus impressionnant de Chelsea. Mais enfin, bon, voilà, il a si l'entraîneur le met, c'est qu'il estime qu'il a les qualités pour. Mais voilà, je trouve que c'est une équipe qui est encore en quête d'identité, on va dire ça comme ça. Équipe qui a quand même gagné la Coupe du Monde des clubs. Maintenant, la saison dernière, c'était aussi assez régulier, des périodes bonnes, des périodes moins bonnes. Mais là aussi, une traversée du désert pour Palmer, avec une série de matchs sans but qui était aussi impressionnante, où on se disait, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ça reprend avec une blessure, c'est compliqué, et quand on voit jouer Chelsea, on se dit, mais... Où est la structure mise par Maresca? Ça semblait bien se passer quand même la saison dernière, et là, ça tout est flou en fait. C'est assez bizarre, mais il y a de nouveau pas mal de gens qui sont arrivés, d'autres qui sont partis,
Il y a trop de joueurs dans cette équipe, j'ai l'impression. Serge, c'est toi qui commenteras le match samedi, je pense, sur Splay Sport. Chelsea 8e, Liverpool en tête, mais qui reste quand même sur 2 défaites à Crystal Palace et à Galatasaray. Tu le vois comment, ce match? Laquelle de ces 2 équipes pourrait, selon toi, prendre l'ascendant? Bon, ce sera évidemment un match très important. Chelsea a retrouvé le chemin de la victoire en Ligue des Champions. Ça, c'était vraiment primordial pour eux. Après quelques échecs quand même, défaite à Manchester United aussi il y a 2 semaines. Défaite le week-end dernier. Pas mal de critiques sur Maresca quand même, sur ses choix d'équipe. C'est vrai qu'il y a des blessés, mais il fait beaucoup de rotation, donc il a du mal à trouver l'équilibre. Ses choix pendant les matchs. On se souvient qu'à Manchester United, il fait 3 changements après l'expulsion de Sanchez. Après 4 minutes, sur les 21 premières minutes, il fait 3 changements, dont la sortie de Palmer, etc., etc. Donc ça, c'est pas toujours très clair du côté de Chelsea, mais voilà, si Chelsea veut espérer recoller à Liverpool et se rapprocher du top 4, parce que c'est vraiment l'objectif, c'est terminer dans le top 4 cette saison, il faudra battre un Liverpool dont on peut se poser la question, est-ce que c'est déjà la fin de la hype? Début de saison avec 5 victoires sur les 5 premiers matchs, dans des circonstances quand même particulières. Il y a eu le penalty dans le temps additionnel contre Burnley. Il y a eu ce but marqué à Newcastle à la 110e minute. Le coup franc tombé, enfin magnifique coup franc, mais sur une action tombée un peu comme ça du ciel en fin de match face à Arsenal. Donc c'est vrai que Liverpool a commencé fort cette saison et le favori à sa propre succession, mais c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt parce qu'il y a des problèmes défensifs quand même. C'est une équipe qui encaisse quasiment à chaque match. Sur les 8 matchs officiels, il me semble qu'ils ont encaissé au moins un but 6 fois. Il y a eu la défaite maintenant du côté de Galatasaray. Donc quelques doutes, des critiques aussi de Slot, la carte rouge d'Ekitike en Coupe de la Ligue qui l'a privé de ce match le week-end dernier à Crystal Palace. Il faudrait parler aussi de Crystal Palace parce que c'est quand même l'équipe qui fait parler d'elle pour le moment, et puis aussi des critiques sur Frimpong. Donc on sent qu'il y a un équilibre quand même fragile du côté de Liverpool. Des gros transferts avec un Frimpong qui n'a pas encore vraiment trouvé sa place, un Wirtz qui est le plus gros transfert de l'histoire de la Première Ligue, qui a du mal à s'adapter, avec un Isak qui est arrivé à la dernière minute, qui n'a pas fait de préparation, donc on ne peut pas encore utiliser non plus à 100%. Donc voilà, moi je pense que c'est peut-être le bon moment pour Chelsea de frapper un grand coup et de vraiment réussir sa première grosse performance de la saison. Je pense que Serge a déjà bien préparé son match. Ouais. Non, mais moi je suis d'accord avec Serge. Attention, Liverpool, juste un détail qui n'est pas un détail. Les victoires, c'est chaque fois pas un petit but seulement. Non, mais alors. Et dans les arrêts de jeu. Oui. Est-ce qu'on n'a pas déjà souvent dit que l'équilibre... Je pense même qu'on avait discuté dans la préparation de l'émission, Serge, tu pourras peut-être le confirmer, mais qu'on avait même dit qu'on se poserait la question à un moment donné, est-ce que la chance fait partie du football? Oui, parce qu'à un moment donné... Elle fait partie du football. Oui, à un moment donné, ils avaient quand même beaucoup de chance du côté de Liverpool, non? Est-ce qu'on peut appeler ça de la chance? Je ne sais pas. Vous avez regardé le match contre Crystal Palace, tous les deux? Oui. À la 88e, quand ils égalisent, vous dites ça y est, c'est reparti, ils vont encore gagner dans les arrêts de jeu. Ben non, ils ont eu la médecine Liverpool de la part de Crystal Palace, comme disaient les Anglais. Et ça change peut-être les choses. Et ils enchaînent une deuxième victoire de suite. Oui, mais attention, Crystal Palace, c'est le club du moment. Ils n'ont pas perdu, c'est le seul club invaincu. Voilà, donc chapeau à ce qu'ils font pour le moment. Oui, ils ont gagné la FA Cup. Ils ont gagné la FA Cup, donc eux, ils sont en pleine bourre. Ceci dit... Et pourtant, ils ont perdu un de leurs meilleurs joueurs, Eze, qui est parti du côté d'Arsenal. Ils ont toujours... Mateta, oui. Je sais pas, puisque Serge a préparé son match. Serge, est-ce que c'est pas le match des malades là? Je sais pas, moi, Chelsea-Liverpool, non? C'est un peu on peut pas dire que Liverpool est malade. Liverpool est toujours premier, alors c'est un malade qui a un petit rhume, mais il faut voir parce que voilà, 2 défaites consécutives, c'est pas arrivé souvent depuis qu'Arne Slot a repris l'équipe. Donc, on peut se poser des questions, voilà, comment ça se passe pour le moment, comment ils vont digérer ces 2 défaites. Il y a quand même plus de questions que de véritables réponses du côté de Liverpool pour le moment. Et puis, il y a le problème Wirtz, Isak qui n'est pas encore vraiment tout à fait prêt. Donc, il y a pas mal de doutes. Mais même comme ça, ils ont quand même réussi à prendre 15 points sur les 6 premiers matchs en affrontant quand même Arsenal, Newcastle, Crystal Palace. Donc, c'est pas un mauvais début de saison non plus pour les Reds. Pour les Blues, par contre, là, je pense qu'il y a plus de pression. Là, Chelsea doit absolument gagner samedi, effectivement. Eh bien, on vous suivra avec... Oui, Phil, vous le voulez encore? Oui, je voulais ajouter une chose, c'est que l'année passée, il y a une chose qui avait frappé avec Slot, c'est qu'il avait
quasiment pas transférés. Il y a, je crois, 2 joueurs qui sont arrivés par rapport à l'équipe précédente, qui était en problème avec Klopp et qui a surdominé très vite la compétition. Et ici, ils ont fait exactement le contraire. Ils ont énormément acheté. Je dirais qu'ils ont maintenant le même problème que Chelsea, ils ont trop de joueurs. Ouais. Et tu veux que je fasse une comparaison avec un autre club qui n'avait pas acheté, qui fonctionnait bien, c'était Aston Villa, ils ont acheté, maintenant ça ne va plus. Voilà. Je ne sais pas si c'est toujours bien d'acheter. Il n'y a pas de règle, mais ce n'est pas forcément bien. Non, à un moment donné, travailler dans la continuité, ça a fait ses preuves aussi. Hein. Et alors, pour les 2 défaites de suite pour Liverpool, c'est arrivé une fois en 2025, c'était en Ligue des Champions, suivi d'une défaite en EFL Cup, en Coupe de la Ligue, face au PSG et face à Newcastle. Ok, cette rencontre en tout cas sera intéressante et on la suivra donc avec Serge, ce qui nous amène. Il va à Londres, hein, lui. Il va à Chelsea. Hein. Ah oui. Ah oui, c'est ça, oui. Non, parce que je dis parfois on ne commande pas quand sur place, mais lui, il y est à Chelsea. Oui. Ah ben voilà, non, c'est tout, je voulais le dire. Il adore l'Angleterre, il adore Londres. Donc, bon voyage alors, déjà, Serge. Ça nous amène au programme de la Première Ligue sur PlaySport. Voici les matchs que vous pourrez suivre. Bournemouth face à Fulham. Ça, c'est vendredi, c'est le premier match de la journée. Et puis, il y a un beau programme pour samedi. Leeds, Tottenham, United, Sunderland, Chelsea, Liverpool. Et puis, le lendemain, Newcastle, Nottingham Forest. C'est plus le même Nottingham Forest que la saison dernière. Avec Postecoglou, on verra. Aston Villa un peu en difficulté face à Burnley. Il y a déjà une stat qui est très intéressante, c'est qu'il n'y a pas encore de clean sheet pour Sels depuis le début de la saison. Or, c'était lui le premier avec Raya la saison dernière. Absolument. Voilà, et puis le déplacement de Manchester City, ce sera le dernier match de cette... c'est pour moi aussi ce match-là. Ah, c'est pour vous aussi. Oui, je fais ça aussi, oui. Voilà, mais on vous écoutera aussi avec beaucoup d'attention. J'espère que vous aurez préparé le match aussi bien que Serge. Non. Non, il est trop fort, Serge. Allez, en Allemagne, 2 gros matchs aussi. Dortmund face à Leipzig et Francfort-Bayern. Donc ce sont les 4 les 4 premiers qui vont s'affronter. Le Bayern, 5 matchs, 5 victoires, 22 buts marqués, 3 buts encaissés. En Allemagne, on parle déjà d'une saison record, c'est-à-dire, peut-être d'être champion le plus vite dans l'histoire de la Bundesliga. 15 points sur 15 et une moyenne de 4,4 buts par match. On n'a jamais vu ça depuis la création de la Bundesliga. Injouable Bayern. Pas drôle. Pas drôle. Pas drôle. C'est pas comique du tout, parce que si ça continue comme ça, on va plus regarder les matchs du Bayern, parce que c'est trop facile. C'est l'impression que ça donne. Sauf si on est supporter du Bayern, alors on apprécie évidemment ce malin. On regarde son équipe pour les voir gagner. Non, mais... Franchement, encore une fois, j'ai envie de mettre en avant quand même le travail de Vincent ces dernières années. Bien sûr qu'il y a eu Burnley avec la montée et puis ce mini crash en fait quand il y a eu cette saison en Première Ligue. Le fait qu'il démarre, c'était une déception, on va dire ça comme ça. Oui, quand même un crash. Voilà. Quoi. Un vrai crash. Il va au Bayern où tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'il va faire là en fait, pourquoi le Bayern a pensé à lui, et je pense que Guardiola n'était pas tout à fait exempt du choix. Je pense qu'ils ont dû demander à Guardiola qu'est-ce que tu en penses. Et puis maintenant il est là depuis 2 saisons et il est en train au-delà de faire son boulot très convenablement, mais il impressionne, il va au-delà même. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'il n'a pas demandé pendant la saison. Évidemment, il a eu des transferts, c'est un club qui a des moyens, mais il n'a pas les mêmes moyens que certains clubs ou en Angleterre, ou Paris par exemple, ou, etc. Il a de très très bons joueurs. Le seul caillou dans sa chaussure pour le moment, c'est les discussions autour de Kane. Ça, c'est le seul truc qui l'enquiquine un peu pour le moment et qui risquerait à terme de peut-être poser un problème. Son prix a encore monté, il a encore marqué 2 buts hier. Je sais. Il pourrait partir, c'est ça, retourner en Angleterre. Oui, fin de saison, on ne sait pas s'il restera pas. Enfin, voilà. Ça sont aussi des rumeurs à un moment donné. Mais c'est vrai, Compagnie, encensé aussi par sa direction, il veut que ces joueurs durent 15 à 20 ans dans le football pro, pas qu'ils brillent un mois. Bon, on verra dans 15-20 ans, mais c'est vrai que... À 20 ans, ils auront arrêté, donc ils seront entraîneurs ou ils seront... Ça dépend. Mais ceci dit, c'est pas totalement idiot comme phrase. Pourquoi ? Parce qu'en fait, s'ils brillent encore dans 15-20 ans, ça veut dire qu'ils existent toujours dans le milieu du football, ça veut dire qu'ils ont peut-être un rôle d'entraîneur, ça veut dire qu'ils ont peut-être compris ce qu'ils faisaient. Et moi, je dis souvent qu'il y a beaucoup de joueurs qui comprennent pas ce qu'ils font. Et qui connaissent même parfois, c'est étonnant de dire ça, mais il y a des gars parfois qui
connaissent pas trop ou qui n'aiment pas trop leur métier finalement. Je sais pas, vous avez déjà demandé tous les deux aujourd'hui à des joueurs de foot, tiens, est-ce que tu regardes encore des matchs de Ligue des Champions par exemple? Ils ne les regardent pas. Pas tous en tout cas. Il y en a qui sont des mordus, mais il y en a, on a l'impression qu'ils font ça parce que, bon, voilà, c'est un joueur de foot. Oui, c'est possible, oui. Donc lui, je pense qu'il leur inculque, au-delà de ça, il leur inculque l'apprentissage du jeu, la compréhension du jeu, la compréhension des espaces, la compréhension des mouvements, la compréhension de... Voilà. En termes de management, là, je pense qu'il a vraiment des qualités parce que... prendre un noyau comme le Bayern et un club comme le Bayern, inévitablement, il y a une énorme pression qui repose sur vos épaules. Et là, il répond présent. Maintenant, la question qu'on peut se poser, parce qu'effectivement, à Anderlecht, ça n'a pas été exceptionnel. À Burnley, oui, champion en Championship, et puis il y a eu un crash en Premier League. A-t-il besoin, justement, d'avoir des joueurs de grande qualité pour mettre en place sa philosophie? On connaît sa philosophie. Oui. C'est une philosophie ambitieuse sur le beau jeu. Mais je pense que, je vais me permettre un bémol, mais je pense que ce qui lui a pas réussi à Burnley, à savoir de se tenir à cette volonté du beau jeu, etc., ça ne pouvait pas fonctionner une équipe comme Burnley dans un championnat comme la Premier League. Avec le Bayern et les moyens qu'ils ont dans un championnat comme la Bundesliga, ça ne peut que fonctionner. Évidemment, tant mieux pour lui. Maintenant, l'année passée, il ne faut pas oublier qu'il a été critiqué sur l'élimination en Coupe d'Allemagne, sur le non-résultat en Ligue des Champions. On va le juger cette année sur la Ligue des Champions. Évidemment, parce que le Bayern doit gagner toutes les compétitions. Peut-être pas forcément la Ligue des Champions, mais il y a longtemps qu'ils ne l'ont plus. Et c'est un peu comme un club comme le Real ou Barcelone, il faut tout gagner. Alors vous direz, ils jouent dans le même championnat, c'est pas possible. Mais le Bayern doit tout gagner. Et c'est sur ça qu'on le jugera. Oui, qui gagne le championnat, tout le monde dit c'est normal en fait. J'aimerais retomber sur des chiffres à un moment donné. 22 buts marqués, 3 buts encaissés. Chapeau quand même, depuis le début de cette saison. Oui, Ken qui marque 50% des buts. Et le comble, c'est qu'il rend presque ce championnat d'Allemagne, alors je ne vais pas dire... Enfin, parfois quand on regarde les matchs, si on se réjouit parce qu'on est supporter, c'est formidable, mais sinon parfois on se dit, bon, c'est 4-0, c'est 5-0, on se demande même si l'adversaire, si on parle du même championnat, hein, voilà. Donc c'est très particulier. Moi, je suis curieux de voir cette rencontre quand même face à Francfort ce week-end, parce que Francfort vient de se prendre une petite claque à l'Atlético en Ligue des Champions. Donc je les attends en championnat à domicile face au Bayern de Munich. Parce que si Francfort, qui est actuellement 4e de la compétition, n'arrive pas, tant soit peu, à bousculer le Bayern de Munich, ça risque d'être long, hein, les 38 journées de championnat. Pour l'instant, c'est Dortmund qui est bien dans ce début de saison. Leipzig, pas trop mal. Oui, mais Dortmund a peut-être enfin une structure qui peut venir un peu rivaliser avec le Bayern, parce que c'est une grosse rivalité, qui a comme un stade énorme, beaucoup. Enfin voilà, je pense que Dortmund peut jouer peut-être un rôle intéressant dans cette saison. Record à battre pour le Bayern en termes de rapidité pour un titre en 2014. 27e journée. Ils ont été champions à la 27e journée. On verra cette saison. Il y en a que 34. Hein, oui, il y en a. J'ai dit 38 tout à l'heure. Moi, oui, non, c'est 34. Et puis Ken, n'oublions pas que le record de buts en Bundesliga, c'est Lewandowski. Oui. 41. Ouais. Il est déjà à 10. Hein. Non, mais il est monstrueux. Bon, il y a des pénaltys aussi, mais non, mais ça devient il les met tous. De toute façon, il n'aura jamais des pénaltys. C'est sa qualité première aussi. Enfin, pas première, c'est une grosse qualité qu'il a. Ouais. Ok, on a un petit peu fait le tour. Hein. On va regarder ensemble le programme des matchs sur PlaySport en Bundesliga. On a parlé donc du match du Bayern. Dortmund-Leipzig, ça. Dortmund-Leipzig, oui, c'est aussi une affiche. Hein. Un chouette samedi en tout cas en Bundesliga. Oui, les deux matchs à Dortmund-Leipzig et Francfort-Bayern. C'est pas mal. Et Cologne, c'est pas mauvais non plus pour l'instant pour une équipe qui remonte en Bundesliga. Déplacement à Hoffenheim, ce sera vendredi. Et puis le dimanche, la suite du programme avec Hambourg-Mainz et Gladbach-Fribourg. Gladbach qui... Gladbach, c'est la catastrophe. 2 points sur 15. Eux, ça va pas du tout. Voilà, mais bon. Et peut-être Sambi titulaire avec Hambourg à domicile. Peut-être. On suivra les Belges, bien entendu, comme en Angleterre également. L'Europa League, c'est ce jeudi, hein, sur notre antenne aussi. On vous rappelle rapidement les affiches. Celtic face à Braga, Fenerbahçe face à Nice, Nottingham face à Midtjylland et Feyenoord. Et on commande tous les trois. Aston Villa. Oui. Et on commande tout. Voilà. Avec Baptiste. Avec Baptiste. Bon, écoutez, voilà. Merci Jean-François. Merci Phil. Avec plaisir. Merci. C'était un plaisir pour cette première. Merci à Serge aussi, qui est toujours avec nous et à qui on souhaite encore un excellent voyage du côté de Londres. Merci d'avoir été avec nous sur cette première de
PLB Club. On compte sur vous, évidemment, tout au long de la saison. Passez une belle semaine et déjà un bon week-end foot. À bientôt. Bye bye.